Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque quinzaine. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau sujet, celui de l'anxiété du vide ou quand le repos déclenche de l'angoisse. Alors, cela peut paraître un phénomène étonnant et pourtant, c'est extrêmement courant chez les personnes qui souffrent d'anxiété. Et peut-être que vous qui écoutez cet épisode, vous n'aviez jamais réellement mis de mots sur cette sensation, sur cette angoisse qui commence à se développer quand on a l'impression qu'on a moins de choses à faire, quand l'emploi du temps se vide, quand les vacances se profilent. Pourquoi est-ce que certaines personnes ressentent de l'angoisse dès qu'elles s'arrêtent, quand le silence, le vide ou le repos deviennent insupportables? C'est souvent qu'il se passe quelque chose de plus profond dans le système nerveux et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que le vide active l'anxiété? En effet, on peut se dire que le repos, d'une manière générale, c'est quelque chose de positif, ou bien on peut confondre deux notions qui pourtant n'ont rien à voir, qui sont le fait de dormir et le fait de se reposer. Dans mes accompagnements, je rencontre souvent des personnes qui me disent: mais je n'ai pas de problème de repos, je dors très bien toute la nuit, mais le sommeil, bien sûr, c'est absolument essentiel pour récupérer, pour permettre à la fois la récupération physiologique et la récupération psycho-émotionnelle, mais ça n'est pas le repos diurne, les moments dans la journée où on va pouvoir avoir des moments de détente et de récupération. Or, pour certaines personnes, ne rien faire déclenche une tension interne, des pensées qui se mettent à tourner en boucle, un malaise corporel, un besoin de trouver quelque chose à faire et de s'occuper. Le repos est en fait perçu comme un danger, il est activant pour le système nerveux. En fait, pour ces personnes-là, le système nerveux associe le calme à l'insécurité. Cela peut venir de vécus dans l'enfance qui ont été marqués par l'imprévisibilité. Vous savez, un peu cette notion du calme qui précède la tempête, le fait que ça n'est pas normal s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas le chaos familier auquel on est habitué, c'est sans doute que quelque chose de terrible se prépare. Cela peut être aussi dû à un environnement instable où quand ça allait bien, c'était forcément suivi de quelque chose de grave ou de quelque chose de déstabilisant ou désagréable. Cela peut venir aussi de traumas émotionnels où le silence était synonyme d'abandon. Et cela peut venir aussi de tout un tas de croyances qui nous sont transmises de génération en génération, d'idées toutes faites et de phrases que l'on retrouve un peu dans la culture populaire, comme quelqu'un de courageux a toujours quelque chose à faire, une bonne maîtresse de maison a toujours quelque chose à s'occuper, à faire dans sa maison, il n'y a que les feignants qui n'ont rien à faire de leur journée, etc., etc., etc. Et quand on intègre ce genre de croyance et qu'on veut absolument se conformer aux attendus de nos figures d'attachement, on se met à adapter des comportements d'occupation permanente pour éviter ce type de critique. L'activation permanente, ça peut être aussi une stratégie de survie. Bouger, produire, réfléchir constamment devient une manière de se protéger du malaise intérieur. C'est une façon de se dissocier de ces ressentis désagréables, de ces besoins plus profonds, par une occupation constante pour masquer le mal-être que l'on vit. Et ça, c'est un mécanisme que l'on trouve très très souvent dans ce que l'on appelle le figement fonctionnel, qui est un mode de figement dans lequel on fonctionne tous les jours, mais à l'intérieur de soi, il y a quelque chose d'extrêmement figé, traumatisé.
C'est ce que l'on trouve notamment chez tous les hyperactifs, les anxieux ambitieux, qui ne s'arrêtent jamais, qui remplissent leur emploi du temps, notamment professionnel, sans jamais s'arrêter. L'agitation extérieure cache souvent une hyperactivation du système nerveux au plan sympathique et un figement qui peut exister sur certaines sphères de la vie. Le vide, le silence, le fait de ralentir, c'est quelque chose qui permet aux émotions de remonter. Quand tout s'arrête, le mental n'a plus de distraction et viennent alors les sensations, les émotions, les images qui y sont associées. Et c'est là que peuvent surgir des émotions anciennes, de tristesse, de colère, des sensations de solitude que le corps avait gardées en veille et qu'on ne sait pas comment gérer, comment accueillir à ce moment-là de notre vie. Comment apprivoiser l'inactivité? Rendre le vide moins menaçant, créer une pause contenue, s'arrêter dans un cadre rassurant, lumière douce, un plaid confortable. Il existe notamment des couvertures lestées qui apportent beaucoup de sécurité en termes de sensations au corps. Musique apaisante, remplacer ne rien faire dans son narratif par être avec soi, apprendre à rester avec soi en sécurité, faire une pause sensorielle de quelques minutes, fermer les yeux, observer 3 sons, 3 sensations, respirer une huile essentielle, observer sa respiration, se répéter « je suis ici ». Il ne se passe rien de grave. Je suis en sécurité, ici et maintenant. Introduire le repos progressivement. Quand on veut travailler avec son système nerveux, on cultive la politique des petits pas. Ça ne sert à rien d'essayer de tout mobiliser et de tout révolutionner du jour au lendemain. Le système nerveux n'appréciera pas ça, il ne coopérera pas à des changements trop violents. Essayez de faire 5 minutes sans écran. Allez vous mettre 2 minutes au soleil, à votre balcon, à votre fenêtre, dans votre jardin, et ressentez la chaleur des rayons de soleil sur votre visage. Et puis augmentez ça progressivement. Faites quelques moments de silence avant un repas, après un repas. S'autoriser des micro-pauses de lenteur sans but. Le vide n'est en réalité pas vide, il est plein de soi-même. Il est rempli de mémoire, il est rempli d'émotions, il peut être rempli de blessures, il peut être rempli de sensations agréables, de souvenirs joyeux également. Le corps peut avoir appris à éviter toutes ces sensations, tous ces fils qui nous ramènent vers des sensations désagréables. Et justement, il s'agit de cela, de sensations désagréables, pas dangereuses. Quand on apprend à réguler son système nerveux, on apprend à faire avec ces sensations qui sont de l'ordre du désagréable, mais en aucun cas de l'ordre du dangereux. Je vous invite, si vous voulez avancer sur ce terrain de la régulation du système nerveux, à réfléchir à ce que vous pouvez ôter de vos journées. Bien souvent, les personnes me contactent en me disant « Alexandra, je me sens très hyperactivée, je me sens très figée. Est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation? Peux-tu me donner des exercices à faire pour me sentir mieux ?» Faire, rajouter encore des rituels, des obligations sur ce que l'on a dans nos journées qui sont souvent déjà bien trop remplies, bien trop rapides et trépidantes. Alors, le conseil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est si vous voulez réguler votre système nerveux, avancer sur ce chemin, observez ce que vous pourriez enlever dans votre journée demain. À quel endroit
Est-ce que vous pourriez ralentir, même 2 minutes, 3 minutes, que ce soit dans votre journée de travail ou en rentrant le soir à la maison? À quel endroit vous pourriez faire une micro-pause qui ne serait pas une pause de rien, qui serait une pause dans laquelle vous vous remplissez de relations avec vous-même. La régulation du système nerveux repose là-dessus, sur le fait de se mettre un jour finement à l'écoute de soi-même et accepter ce qui est pour pouvoir le traverser en se sentant en sécurité. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison 2. Le podcast va prendre quelques vacances pour l'été, comme chaque année. Je vous remercie. Laissez un commentaire, laissez 5 étoiles, faites circuler cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est important pour faire rayonner le podcast. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.